Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième journée, troisième édition du Paris-Saclay Summit. Alors, on lui pose une question, il répond en une seconde, on hésite, il tranche pour nous. Il arrive même que certains trouvent l'amour grâce à lui. ChatGPT et les nouveaux oracles numériques semblent tout savoir. Mais derrière la magie, il y a bien évidemment des données, des probabilités et certainement beaucoup d'illusions. Alors, au-delà de la hype, est-ce que nous comprenons vraiment ce que font ces outils? Pour démystifier les nouveaux oracles numériques, cette table ronde a invité Gaël Varocou. Vous êtes informaticien, directeur de recherche INRAE et directeur scientifique de la start-up Probable. Sarah Lucioni, bonjour, vous êtes chercheuse spécialisée de l'impact écologique de l'IA et vous êtes tous deux interviewés par Guillaume Gralet, rédacteur en chef au Point. Merci beaucoup Sophie, c'est super que vous soyez là et merci Sacha d'être venu du Canada pour nous rendre visite sur cette question de l'impact écologique qui est tellement important. Alors l'idée effectivement dans cet outil du quotidien qu'on utilise de plus en plus depuis le 30 novembre 2022 lorsque ChatGPT a été rendu disponible auprès du grand public, c'est véritablement un compagnon et on lui prête beaucoup d'intention et j'ai envie de faire un petit tour avec vous deux juste avant de laisser la parole à chacune, à chacun d'entre vous si vous avez des questions à poser à ces deux jeunes et brillants chercheurs, d'évoquer quelques idées reçues et vous me dites ce que vous en pensez à travers vos recherches, à travers aussi toute l'approche très ouverte, c'est ça que j'aime bien dans vos recherches à tous les deux. La première concerne la créativité. On se demande souvent si l'intelligence artificielle, et ChatGPT on le connaît comme quelqu'un qui va nous répondre de manière écrite ou verbale, mais des outils d'OpenAI, donc la maison mère, peut aussi générer des images, des photos, des vidéos. Est-ce que ChatGPT est créatif pour vous deux? Je pense que... Ça marche? Okay. Je pense que quand même, la créativité, c'est quelque chose qui appartient aux êtres humains et que l'IA, ça peut faire des nouvelles variations avec des éléments existants, mais c'est toujours basé sur des données récoltées, par exemple, des artistes, des auteurs, etc. Donc on sait bien que la matière première de l'IA, c'est les productions des êtres humains et de notre créativité. Et en fait, aussi, l'IA, c'est quelque chose qu'on contrôle nous, donc c'est quand même nous qui mettons autant les données que la volonté même de produire quelque chose. Donc, et après ça, l'IA va répondre à notre requête éventuellement, mais la créativité, l'étincelle créative n'existe pas de manière intrinsèque. Gaël, oui, je suis tout à fait d'accord avec Sacha. Ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, sur du texte, on arrive, ça demande un tout petit peu de travail, mais on arrive à faire réciter à ces IA des bouts de texte, d'assez longs bouts de texte connus. Donc, on a vraiment vu que ces IA mémorisaient ces textes. Donc, il y a une énorme mémorisation. C'est normal, hein, je veux dire, quand on est à l'école, on apprend à mémoriser, c'est utile. Et puis, il y a une très faible créativité, c'est-à-dire qu'on est plus au niveau du mélange de l'existant. Alors, il y a des cas où ça peut être différent, parce qu'il y a des cas où on peut avoir de l'entraînement d'IA par de la création. Par exemple, pour qu'il y ait une création, il faut que ce soit dans un système logique fermé. Donc, par exemple, en mathématiques, on peut avoir des jeux où l'IA essentiellement joue à un jeu. Quand on parle de jeu, on peut revenir, par exemple, aux IA qui jouaient au Go, où elles ont inventé des nouvelles séquences. Ce qu'on veut dire, l'IA n'est pas créative, mais elle peut surprendre. Ça a été le cas entre AlphaGo et Lee Sedol, où il y a eu le fameux coup 37 qui a un peu surpris tout le monde. Tout à fait, mais c'est dans un cas où on peut avoir une forme de juge de paix qui dit c'est bien, c'est pas bien. Parce que faire des trucs aléatoirement... je peux coder ça assez facilement. C'est pas intéressant de faire des trucs aléatoirement. Il faut faire des choses qui soient intéressantes, utiles. Donc dans le jeu de Go, on arrive à savoir que quelque chose d'intéressant, utile. Dans un texte ou une image, on n'y arrive pas. Et donc c'est là où en fait on n'arrive pas à vraiment faire beaucoup de création dans ces objets. Ça sera jamais le cas, à votre avis? Moi, je pense que c'est quand même quelque chose que une machine peut jamais simuler. Parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, à la base des années 50, c'était vraiment simuler l'intelligence. L'idée, c'était de reproduire des comportements humains
comme résoudre un problème, comme naviguer, etc., comme par exemple reconnaître des chiffres écrits à la main, mais c'était vraiment de la simulation. Et moi, je pense qu'intrinsèquement, la créativité ne se simule pas parce que c'est quelque chose de tellement spontané, de tellement basé sur des qualités qui sont comme pas encodables. On ne peut pas les encoder de manière informatique, selon moi. Merci beaucoup. Il y a une autre question. On voit beaucoup de débats, et d'ailleurs ça tombe extrêmement bien que ce débat ait lieu aujourd'hui, alors que s'ouvre le sommet mondial sur l'intelligence artificielle à New Delhi, où on va beaucoup parler d'impact et de responsabilité. Et on voit des acteurs, d'ailleurs on regardait une vidéo là tout à l'heure ensemble, où Dario Amodei était à côté de Sam Altman, donc Dario Amodei, le co-créateur d'Anthropic, la maison mère de Claude. Et les deux, et Sam Altman donc de OpenAI, la maison mère de ChatGPT, les deux n'ont pas du tout le même point de vue. C'est-à-dire que Dario Amodei explique qu'il faut prendre garde, que l'IA pourra faire énormément de mal. Il y a cette notion de responsabilité. Est-ce qu'une IA peut être responsable pour vous, Gaël ? Donc, Sacha, en coulisses, me rappelait juste avant qu'il y avait une vieille phrase d'IBM, c'est quoi, ces années 70, qui disait qu'on ne pouvait pas rendre un ordinateur responsable. Un ordinateur est une machine, un ordinateur n'a pas d'agence morale, un ordinateur exécute une série d'instructions. Il y a peut-être une petite différence qu'il y a eu de nos jours, c'est que la série d'instructions, à l'origine, elle était programmée par un humain, maintenant elle est partiellement héritée des données, et donc on se retrouve avec des IA qui incarnent au sens sociologique des propriétés de l'univers qui les entoure, et donc par exemple de la société qui les entoure. Donc des IA qui deviennent racistes, par exemple, parce qu'elles sont exposées au racisme. Cependant, l'IA reste un objet qui a été construit par des humains et qui est opéré par des humains. L'IA n'a pas d'intention, l'IA ne peut être responsable. Oui, et aussi le fait de créer ces IA soi-disant intelligentes donne aux entreprises qui les créent une manière de se retirer de l'équation. Par exemple, quand quelqu'un se suicide à cause de Claude ou ChatGPT, c'est pas la faute de la compagnie. Et en fait, c'est assez fou quand on y pense, parce que normalement, quand il y a une compagnie qui crée un produit qui cause des dommages quelconques, par exemple à quiconque, tu vois, une voiture, un shampoing, enfin peu importe, il y a toujours une genre de responsabilité, il y a une chaîne de responsabilité entre le produit et l'entreprise qui a créé le produit. Et par exemple, s'ils ont fait quelque chose d'illégal, de rajouter des produits chimiques dans un shampoing, et après ça, ils ont la responsabilité pour. Mais là, ce qui est assez aberrant, selon moi, c'est qu'on sait que, par exemple, les données récoltées, c'est assez illégal. Il y a plusieurs cas de poursuites judiciaires. On sait qu'il y a des hallucinations ou des confabulations qui sont des informations fausses, et qu'à côté de ça, les compagnies n'assument pas la responsabilité pour cela. Et puis, il y a des répercussions, mettons, économiques ou autres. Il n'y a même pas de manière de détecter, de prouver d'une manière fondamentale qu'un texte est généré avec de l'IA. Donc, par exemple, il y a eu des étudiants qui se sont fait, qui ont raté des cours parce que leur prof pensait qu'ils ont utilisé, plagié des textes avec l'IA, mais il n'y a pas de manière de se défendre. Et encore une fois, les compagnies, ils ne sont pas obligés de créer des outils, ne serait-ce que pour détecter les contenus de leur propre modèle. Et aussi, il y a les vrais impacts de perte d'emploi, de suicide, de vrais problèmes. Et à côté de ça, les compagnies ne sont jamais tenues responsables de tout ça. C'est quand même fou. Vas-y, Gaël. Qui est moralement responsable en fait Je voudrais rajouter quelque chose, parce que moi, depuis 2 ans, je travaille partiellement dans une entreprise et on fait des produits. Et donc Probable. Et donc j'apprends à faire des produits. Et c'est toute une démarche. Et quand on fait un produit, on a ce qu'on appelle une démarche produit, c'est-à-dire qu'on va faire des choix en fonction de la compréhension du marché, de l'utilisateur cible, de celui qui va payer. C'est des choix qui vont structurer l'ensemble du produit, et c'est la manière normale pour une entreprise de travailler. Pourquoi je parlais de ça? Parce que quand on a des IA qui ont des comportements, nous on parle souvent de comportements sycophantes, c'est-à-dire des comportements qui sont faits absolument pour toujours faire plaisir à l'utilisateur, c'est un choix de produit. On choisit que toujours faire plaisir à l'utilisateur, toujours lui renvoyer la balle, toujours capturer son attention, c'est un choix qu'on fait. Et en faisant ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur des risques, par exemple des IA qui répondent aux utilisateurs ce que les utilisateurs veulent
entendre plutôt que dire qu'elles ne savent pas. Alors, de cette façon, c'est assez amusant, je suis en train de personnifier une IA, ce que je ne devrais pas faire. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que conscient ou non, la chaîne de production qui a créé ces IA les a créées avec des finalités. Donc ce sont les créateurs ou les acteurs de ces intelligences artificielles qui sont responsables, et on l'a vu à travers différents de cas de suicide par exemple, où en fait l'IA vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre et fait tout le contraire d'un bon copain qui normalement vous dit quand vous... Et c'est pas vrai que c'est pas possible de mettre des barrières de sécurité. C'est tout à fait possible, et si c'est pas fait, c'est voulu. Par exemple, on le voit un peu d'ailleurs parmi les créateurs de modèles d'IA. Donc par exemple, il y a Grok de Elon Musk qui a vraiment fait le choix de mettre aucune barrière, qu'on peut vraiment déshabiller des femmes ou des enfants, on peut créer des contenus comme vraiment faux. Il y a vraiment, là c'est vraiment l'extrême de zéro filtre de machin. Puis après ça, il y a toutes les autres compagnies qui sont quelque part sur le spectre de un peu plus de safeguards, il y a un peu plus de manières, mais il y a toujours... On peut toujours mieux faire. Donc, s'ils ne le font pas, par exemple, OpenAI a annoncé qu'ils vont rajouter des pubs dans ChatGPT. Et bien sûr, ça va pas être, je sais pas comment ils l'ont dit, ça va être pas obligatoire et que ça va être clairement indiqué que c'est une pub, etc., etc. Mais on a quand même l'habitude d'utiliser ChatGPT pour trouver, je sais pas, des restaurants, des réponses à nos questions. Et le fait qu'il y ait des pubs dedans, c'est sûr que ça va influencer les gens. Donc, c'est un choix de rajouter ces pubs. Et d'ailleurs, par exemple, Amodé et Anthropic de manière générale a commencé à insister sur le fait que eux, ils vont jamais rajouter de pubs. Et donc, eux, ils sont meilleurs. Mais eux, ils ont fait d'autres choix. Et donc, en fait, c'est qui est le meilleur ou le moins bien. Mais tout ça repose sur des choix de produits, des choix de capital, des choix politiques souvent, des choix aussi de morale. Donc, on va choisir de manière très consciente de ne pas rajouter quelque chose parce qu'on pense que c'est pas nécessaire au niveau éthique ou moral. Et c'est vraiment... En fait, on dit que les machines, est-ce qu'elles sont éthiques, est-ce qu'elles sont morales? Mais en fait, c'est les humains derrière les machines qui prennent ces choix-là. Toute la responsabilité, effectivement, des créatrices et des créateurs. Je le dis au passage parce qu'il est très modeste, mais Gaël a été le directeur de thèse d'Arthur Mensch, dont on parle énormément parce qu'il a co-créé Mistral. Quand on parle de responsabilité et de coût, j'ai envie de vous interroger tout de suite, Sacha, sur un des thèmes qui vous tient à cœur, c'est le coût écologique de ces intelligences artificielles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur et où vont les tendances? L'industrie explique parfois qu'elle travaille sur des data centers plus écologiques, sur des modèles aussi moins énergivores. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je pense qu'on est un peu parti du principe qu'on a besoin de plus de data centers, des plus grands modèles qui font plus de choses, plus de tâches. Et en fait, c'est vraiment un choix voulu. Donc, en fait, c'est souvent, si on y réfléchit, les compagnies qui sont un peu à la genèse de cette révolution d'IA générative, c'est les grandes compagnies technologiques. Récemment, oui, il y a Mistral qui s'est rajouté, il y a d'autres petites compagnies, mais à la base, c'est vraiment les Google, les Microsoft de ce monde. Et en fait, ils ont vraiment fait un choix de développer des grands modèles, les grands modèles de langue, les LLM. Et après ça demande beaucoup de données. Ces données-là proviennent de nous, bien sûr. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'eau, par exemple, pour le refroidissement des data centers. Ça génère des émissions de GES. Et en fait, c'est vraiment, on est parti dans ce genre je sais pas, c'est vraiment un chemin de plus en plus rapide. C'est vraiment, on prend de plus d'ampleur. Donc là, hier, j'étais au sommet de l'AEI sur l'énergie. AEI, ça veut dire l'Agence internationale de l'énergie. D'accord. Et en fait, ils ont dit que ne serait-ce qu'en 2025, l'énergie utilisée par les data centers au niveau global a augmenté de 20%. Donc quand même, et ça représente maintenant comme c'est devenu un pays à part entière. Je pense qu'ils ont dit que c'est autant d'énergie que l'Égypte ou quelque chose comme ça. Genre c'est quand même une grande source. Et en fait, la plupart de cette énergie-là vient des énergies fossiles, donc notamment le gaz naturel et même le charbon. En fait, la raison pour ça, c'est que la croissance est tellement rapide que les énergies renouvelables, même le nucléaire ici, ils peuvent pas produire assez rapidement. On peut pas construire une centrale nucléaire en 6 mois comme un data center. Donc maintenant, on est rendu à faire générer de l'électricité qui est même pas de la source centrale, genre d'un pays ou d'un État américain. Ils vont ramener des turbines, ils vont ramener, genre maintenant ils utilisent des moteurs d'avions
et genre pour générer de l'énergie localement avec du diesel, avec énormément d'émissions. Et ça, c'est pour aller de plus en plus vite en fait, parce que genre un data center, tu peux le construire en 6 mois si tu travailles H24, et après ça, tu mets quelques turbines et tu y vas. T'as pas besoin d'attendre que je sais pas, d'avoir un permis, t'as pas besoin d'attendre que tu te raccordes à la centrale, etc. Et donc en fait, ça va de plus en plus vite. C'est vraiment. Et on a vu d'ailleurs des protestations, y compris aux États-Unis, où il y a relativement peu de protestations en ce moment, tout un climat de peur, mais on a quand même vu dans le Missouri des gens qui s'inquiètent en fait du coût écologique et des dégâts. En fait, pas que en fait. Juste, je ne sais pas si tu fais référence à ce sujet en particulier, mais dans le Missouri, à Memphis, quand on parle de coût écologique, il faut rester sur des choses très très simples. C'est des gens dont la qualité de l'air de l'endroit où ils habitent a été très fortement dégradée et en conséquence une épidémie d'asthme qui est beaucoup plus remarquée. L'asthme, c'est un problème de société. On vit dans des villes polluées, mais donc on n'est pas en train de parler d'idéaux écologiques long terme. On est en train de parler de la santé de ces gens et de leurs enfants. De dégâts tout de suite. Et alors, on voit aussi des personnalités comme Sam Altman dont on parlait tout à l'heure, qui investit dans des entreprises comme Elion Energy, qui parient sur la fusion nucléaire, mais tout ça, ça va prendre des décennies, ça va c'est prendre ça? des décennies, et puis même là, on parle de petits réacteurs nucléaires, genre les SMR en anglais, et là, on est rendu au prototype qui coûte trop cher pour être vraiment viable, et les premiers projet pilote, c'est 2029. Je pense que même le nucléaire, en fait, oui, bien sûr, par exemple, il peut avoir une surproduction, mais pour connecter un data center à ne serait-ce qu'en France, il faut avoir vraiment un débit assez haut pour répondre à ses besoins. C'est pas comme connecter une nouvelle maison, même un bâtiment. C'est vraiment un data center, ça utilise tellement d'énergie qu'on peut pas juste plugger ça dans une prise, ça marche pas. Et donc en fait, il y a tellement de complexité logistique autour de ça, et maintenant les États-Unis sont en mode, en fait, on s'en fout de l'environnement, il faut juste produire plus d'énergie, et peu importe d'où ça vient. Mais là, on rentre au cœur du débat parce qu'on a vraiment l'impression, lorsqu'on entend, par exemple, David Sachs, qui conseille la Maison Blanche sur l'intelligence artificielle, donc qui a fait partie des créateurs de PayPal, il dit nous on n'a pas le choix, il faut avancer parce que la Chine est 6 mois derrière nous, mais elle est en train de réduire son avance. Il n'y a pas d'autre choix possible. C'est un vieux sujet. C'est un vieux sujet qui est bien connu en économie, en sens économie scientifique. On a des sujets d'équilibre et de compétition. C'est exactement comme la guerre, la course à l'armement. La manière dont on règle une course à l'armement, c'est pas en créant plus d'armes, ça c'est la manière dont on joue dans la course à l'armement. La manière dont on règle la course à l'armement et ses conséquences néfastes, c'est par de la diplomatie, c'est en décidant ensemble ce qu'on veut faire. Donc ce n'est pas en flinguant l'atmosphère de ces villes qu'on gagne cette bataille, on la perd parce qu'on la perd en se flinguant mutuellement. Ouais, peut-être juste avant d'aller vers la régulation, ou comment on peut justement peut-être... J'ai pas parlé de régulation, j'ai parlé de diplomatie, ce qui est lié mais pas la même chose. Ouais, voilà. Mais juste avant d'aller vers des solutions peut-être plus pacifiques que juste une course à la vitesse, il y a cette évaluation des modèles en fait, où on voit de plus en plus d'acteurs, je me rappelle de Gemini, donc, qui dépend de Google, montrer on progresse dans les évaluations. Comment on évalue la performance d'une intelligence artificielle ? Ouais, j'ai vraiment beaucoup de pensées. En fait, donc à la base, toutes les manières dont on évalue les modèles d'IA sont complètement inventées. Je pense que c'est genre inventé comme de manière complètement spontanée. Donc il y a pas une autre mystification de l'IA. Oui, exactement. Donc il n'y a pas de bonne manière d'évaluer un système d'IA, parce que si on y pense, si par exemple on fait un modèle prédictif qui doit classifier des images, puis on a des images de chiens et des images de chats. Là, on sait c'est quoi la bonne réponse, enfin bonne réponse entre guillemets. Et donc on peut dire ce modèle-là a 95% des images correctes. Et puis là, on peut faire vraiment une évaluation plus ou moins formelle. Pour les modèles de langue, il y a pas. Tu peux pas dire même les questions factuelles entre guillemets, il y a souvent plusieurs réponses à la question. Donc toutes ces manières d'évaluer sont inventées et souvent sont inventées sur le tas par la compagnie qui essaie de promouvoir son modèle. Et aussi on a écrit un rapport sur ça un peu plus tôt cette semaine. En fait, toutes ces manières d'évaluer de plus en plus sont très généralistes. Donc c'est comme on peut répondre à des questions encyclopédiques, faire des maths, faire de la biologie, etc. Donc c'est vraiment comme des manières d'évaluer qui sont généralistes, mais quand on y pense, une compagnie qui veut utiliser de l'IA veut faire une tâche très spécifique. Genre par exemple extraire des textes en PDF et trouver la réponse à la question dans des tables de chiffres, enfin peu importe. Ils veulent pas
faire 19 tâches différentes. Et donc, Google, quand ils vont faire, par exemple, une telle promotion, ils vont déjà créer un nouveau jeu de données pour évaluer leur modèle et puis dire que leur modèle, c'est le meilleur modèle sur ces données-là. Mais ce n'est pas du tout indicatif d'une vraie utilisation de ce modèle. Ça ne va pas garantir que ce modèle-là va pouvoir extraire les chiffres de PDF. Pas du tout. Ça va juste être une évaluation très biaisée. Et en fait, comme ces évaluations-là sont mises à jour tous les 6 mois, on n'a aucune manière de vraiment évaluer dans le temps. Et aussi, souvent, les anciens datasets qui sont utilisés pour évaluer les modèles sont inclus dans les jeux de données pour entraîner les nouvelles générations. Donc, on ne peut plus utiliser les anciens parce qu'ils ont été entraînés dessus. Donc, ils vont avoir 100% de base. Et c'est pour ça que tu as toujours besoin d'inventer des nouveaux. Et souvent, c'est tiré de l'Internet d'une manière ou d'une autre. Donc, il y en a plein qui sont des examens collégiaux des États-Unis ou peu importe. Et donc, même ça, c'est aussi dans les jeux de données. Donc, c'est vraiment rendu tellement biaisé et non représentatif que moi, je ne regarde même pas les résultats des évaluations, honnêtement. Il n'y a pas d'évaluation meilleure que les autres, Gaël? Alors, vite fait, je suis entièrement d'accord avec Sacha. On pourrait parler de ce qu'en santé, on appelle l'évaluation virale. C'est-à-dire qu'on regarde en fait comment est-ce que le modèle impacte par exemple l'entreprise dans laquelle il est déployé. Et donc là, on est au niveau d'évaluations qui sont de type économique. Et en fait, c'est des gros sujets. C'est des sujets d'impact sur la productivité. Donc ça, c'est compliqué. C'est un travail qui est très différent. C'est plus un travail de laboratoire. C'est un travail qui prend en compte l'utilisation, qui prend en compte l'économie. Ça raconte des histoires assez compliquées. Hein. Il n'y a pas d'histoire simple. Les études actuelles montrent que dans certains cas, mais pas dans tous, des gains de productivité et les meilleurs économistes ne sont pas d'accord, mais quelqu'un comme Daron Acemoglu, qui est le prix Nobel d'économie il y a 2 ans, alors c'est assez amusant parce que Daron Acemoglu, qui est le prix Nobel d'économie il y a 2 ans, considère que on ne voit pas de transformation absolument majeure de la productivité. Il n'est pas forcément d'accord avec Philippe Aghion. Voilà, tout à fait. Philippe Aghion, qui est le prix Nobel d'économie cette année, lui pense que si, elle va arriver. L'argument de Philippe, je le connais bien parce qu'on a travaillé ensemble sur un rapport sur l'IA, c'est que, en fait, c'est un argument de course à l'armement. C'est aussi simple que ça. C'est que un petit gain permet de bouffer l'autre et les entreprises qui prennent ce petit gain gagnent au long terme. Mais aussi, il y a eu des études, plus ou moins dans le laboratoire, sur des cas spécifiques comme le code. Parce qu'en fait, on dit, ouais, peut-être au niveau global, c'est pas forcément un gain, mais c'est sûr que pour les programmeurs, ça les aide à coder plus rapidement et mieux. Et en fait, c'est un genre de fait accompli, accepté, je pense. Et puis, j'ai vu une étude récemment qui a montré que les programmeurs de base pensent que ça leur sauve du temps et ça améliore leur code. Mais quand on fait des études, ça leur prend plus de temps et leur code est moins bien qu'un code écrit sans IA. Donc à la fin, ils ont pris comme genre, je pense, 20% plus de temps et souvent il y avait plus d'erreurs qu'un code écrit sans IA. Donc sur ce sujet, sur ce sujet, je mets ma casquette programmeur. Les options ont pas mal évolué et ces derniers mois, mais c'était vraiment récent. Hein. Ouais, mais ces derniers mois, au boulot, on considère que ça a changé. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand le coût d'une production diminuait, sa valeur diminue. Et donc, de plus en plus, ces tâches de programmation qui sont... la valeur des tâches de programmation va changer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où on était prêt à payer beaucoup, ça devient des commodités. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire que l'IA, comme toute révolution technologique, change les structures de coûts. En fait, mon étude... que j'adore sur le coût et en fait c'est le coût environnemental, c'était genre l'IA est meilleur pour la planète que les auteurs et les illustrateurs humains. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est vraiment ils ont pris en fait entre autres mes études à moi sur le coût environnemental où on a estimé mettons combien d'énergie est utilisée par requête textuelle et pour générer une image et même chose pour les GES. Et puis ils ont pris l'empreinte
global pour une personne en Inde et genre en tonnes de carbone en Inde et aux États-Unis, ils ont divisé par le temps que ça prendrait à quelqu'un d'écrire une page de texte ou dessiner une image à la main. Et puis à la fin, ils ont dit l'IA est meilleure pour la planète parce que ça émet moins de GES et ça utilise moins d'énergie. Et en fait, les gens en Inde sont meilleurs pour la planète que les gens aux États-Unis. Et en fait, ça prend pas du tout en compte ni la provenance des données, ni comme vraiment le fait même de comparer des gens à des machines au niveau écologique, ça fait pas de sens. Mais je veux dire, ça, c'est le genre d'évaluation, entre guillemets, qui sont souvent faites. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ça. Moi, je voudrais juste qu'on s'arrête, parce que c'est un argument que j'ai déjà entendu, qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à ce qui vient d'être dit. En train de dire, ça serait quand même mieux si on avait moins d'humains sur cette planète et plus d'ordinateurs. C'est ça qui implicitement est dit. Voilà. Surtout les auteurs et les dessinateurs, les illustrateurs, c'est eux qu'il faut remplacer. C'est vraiment comme, d'où proviennent ces données de base? J'avais 2 questions très pragmatiques. Gaël, vous avez dit que en productivité, pour les programmeurs, ça a un peu changé ces derniers mois. C'est quoi les outils, s'il y en a, qui peuvent vous être utiles ou qui vous ont marqué? Donc alors, je ne vais pas faire de la pub pour une compagnie en particulier, je n'ai pas envie. Même si, pour être honnête, il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres. On a un mélange, donc bien sûr quand on dit IA, on dit mot valise, ça veut dire des tonnes de choses. On a un mélange des modèles de langage qui sont qu'on a vu apparaître avec ChatGPT, et puis de leur utilisation qu'on va appeler agentique, c'est-à-dire que le modèle de langage lui-même va interagir avec des choses. Et le code, c'est un peu comme le jeu de Go, pas exactement, mais un peu quand même, donc on peut interagir avec et on peut le tester, etc. Et donc la manière dont on programme en utilisant ces IA de nos jours, c'est qu'on leur donne des objectifs qui sont testables. Alors, ça marche bien. Ça a plusieurs inconvénients, mais il y en a un, c'est qu'on se met à faire un nombre d'appels à l'IA invraisemblable et donc avoir un coût énergétique absolument invraisemblable. Alors on peut dire qu'on s'en fiche, ça c'est vraiment pour les woke, hein, le coût énergétique, mais derrière ça, il y a un coût financier. Coût financier qui, à l'heure actuelle, est masqué parce que les producteurs vendent à perte. C'est ce qu'on appelle un peu le vibe coding, c'est ça? C'est de... Alors de nos jours, on préfère évoluer. Le vibe coding, c'était un peu l'idée qu'on faisait les choses, j'ai envie de dire n'importe comment, et qu'on ne regardait pas. Les choses se sont un peu structurées. Et les gens n'emploient plus toujours ce terme. Et autre question pragmatique pour vous, Sacha, si on veut effectivement utiliser de l'IA au niveau personnel ou professionnel, de la manière la plus écologique possible. Est-ce qu'il y a des solutions ou là encore c'est uniquement du marketing? En fait, c'est un peu comme pour les changements climatiques de manière générale. Je trouve qu'on met trop l'emphase sur l'individu. Tu sais que l'empreinte carbone personnelle, individuelle, a été inventée par l'industrie pétrolière pour essayer justement de bouger la responsabilité de eux à nous. Et donc je pense qu'en IA, c'est un peu pareil. Oui, c'est sûr que il ne faut pas toujours utiliser l'IA. Par exemple, je sais que beaucoup de gens, surtout des jeunes, vont souvent avoir ChatGPT ouvert tout le temps et l'utiliser comme moteur de recherche, comme ami, comme pour tout, genre choisir un resto, etc. Donc je pense qu'il faut éviter ce genre de comportement, de l'utiliser de base. Après ça, pour la navigation, c'est sûr que je sais pas, Google Maps ou Waze, etc., c'est mieux qu'une carte papier, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup d'outils d'IA qui sont vraiment utiles, mais je pense aussi surtout qu'il faut, comme avec les changements climatiques de manière générale, à commencer à demander des chiffres, parce que contrairement au transport, à l'alimentation, dans beaucoup de domaines de notre vie maintenant, on a ces chiffres-là. On sait que manger un steak, c'est tant de grammes de carbone. On sait que prendre la voiture versus le vélo, c'est tant. Pour l'IA, on ne le sait pas. On a quelques chiffres très, très haut niveau, très moyens. Et vraiment, on ne peut pas choisir un outil versus un autre basé sur des vrais faits. Donc, je pense que rendu là, au lieu de culpabiliser les gens ou dire ne pas utiliser ChatGPT ou autre, moi, je suis rendu au point de dire demander des chiffres, surtout au niveau organisationnel. À qui on peut demander? À personne? Aux développeurs. Parce qu'en fait, là, j'ai entendu à plusieurs reprises les développeurs les grandes compagnies technologiques qui disent nous, on ne nous demande rien, donc on ne fournit pas. C'est sûr, on n'a pas incitatif. Pourquoi on divulguerait plus d'informations si on ne les demande pas? Donc je pense que là, on est rendu au pushback, à l'ère de vraiment de résistance, et de dire, par exemple, dans ma compagnie, on ne va pas acheter une licence peu importe, Copilot ou Gemini ou peu importe, sans avoir ces chiffres-là, parce qu'on ne peut pas choisir en fonction de nos valeurs, en fonction de nos engagements, parce que la majorité des compagnies, des gouvernements ont des engagements environnementaux, et en fait, là, il faut vraiment dire, on ne peut pas acheter votre outil
sans avoir ces informations-là, et pas à un niveau moyenne, global, universel, mais un moyen au niveau de notre entreprise. De chaque fois qu'on utilise votre outil pour coder, comme dit Gaël, chaque appel à votre outil, combien d'énergie ça utilise, et pas en dollars, en kilowattheures et en grammes de CO2. Et c'est là qu'on va mettre la pression d'une manière collective et on va avoir plus de transparence. On revient un tout petit peu aux raisons qui nous poussent à utiliser cette fameuse intelligence artificielle tellement citée en ce moment. Ça peut être utile pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, pour parfois une meilleure, là je parle aux physiciens, une meilleure compréhension de la physique quantique, parfois aussi une meilleure observation de l'univers. On en a beaucoup parlé au point avec Chloé Duron-Parenti, par exemple. Et puis, il y a des progrès assez fabuleux aussi en médecine. Et puis, en même temps, on voit que on a une toute nouvelle appréhension complètement fausse, souvent de la vérité, falsifiée, un non-respect des droits d'auteur, la crainte de voir énormément d'emplois remplacés, des rapports de force géopolitiques dont on voit bien qu'il faudra peut-être, on espère, une nouvelle diplomatie. La question que l'on se pose, et on en parlait tout à l'heure, Gaël, c'est si on veut... Je vous demandais tout simplement, est-ce que vous avez peur de cette intelligence artificielle? Et est-ce que tu me disais, ce que vous me disiez aussi, c'est qu'il faut peut-être comparer... Alors, je sais que c'est difficile de parler de régulation, mais la manière dont on a... réglementer, gérer les médicaments. C'est un petit peu ça. Je trouve que cette piste de réflexion, je la trouve intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je parlais des médicaments, mais quand tu m'as demandé si j'avais peur de l'IA, là, à l'instant, j'ai pensé à une autre technologie qui a eu une grande rupture il y a une centaine d'années et dont je n'ai pas toujours peur. C'est la voiture. Ça tue pas mal de monde, la voiture. Ça tue plus de monde qui ne sont pas dans les voitures que dans la voiture. Donc, est-ce que je dois avoir peur de l'IA? Est-ce que je dois avoir peur de la voiture? Ça dépend comment j'utilise. Je peux faire des choses catastrophiques avec une voiture. C'est un moteur de l'économie absolument fantastique, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille prendre une 4x4 pour acheter mon pain à 200 mètres. C'est ce qu'on fait en ce moment, quoi. C'est ce qu'on fait en ce moment, entre autres par ignorance, qu'on soit clair, c'est ce que disait Sacha. Et puis bon, la voiture, mais comme les médicaments, la voiture, il y a eu un ensemble de règlements. C'est le code de la route, ça permet qu'on travaille bien ensemble. C'est les ceintures de sécurité. La ceinture de sécurité, ça a été quelque chose qui a été difficile à faire accepter. C'est pénible quand même. L'industrie des médicaments, c'est aussi une analogie que j'aime beaucoup parce que elle a été beaucoup décriée. Quelqu'un en tant que personne qui fait beaucoup d'applications médicales, je suis vraiment au courant qu'on n'aurait pas la médecine d'aujourd'hui sans industrie du médicament. Cependant, on a plus de 50 ans de recul sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance à l'industrie du médicament pour nous donner des évaluations des risques et bénéfices des médicaments. C'est pas dire qu'ils se trompent tout le temps, ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour corriger la copie, entre guillemets. Et en fait, c'est normal, c'est le cas dans toutes les activités économiques. Pour l'automobile, c'est la même chose. On teste de façon indépendante la sûreté des voitures. Parfois. On gruge parfois, exactement. C'est comme ça l'humain. Et donc, pour l'IA, c'est pas différent. C'est-à-dire que là, on est un peu trop tôt, c'est ça, dans cette nouvelle accélération. Alors, l'IA, c'est pas nouveau. On n'est pas trop tôt. Excusez-moi, le nom de cette personne ne me revient pas et c'est triste. Il y a quelqu'un récemment qui expliquait à une audience que c'est extrêmement classique dans l'histoire que ceux qui dominent la situation veulent faire oublier au reste l'histoire et donc disent c'est 100% nouveau, etc. Parce qu'en fait, comme on le sait, l'histoire ne fait que se répéter, alors avec des variantes. Et non, nous ne sommes pas dans une situation où on ne peut pas apprendre de l'histoire des technologies, y compris de l'histoire récente. Il n'est pas trop tôt, on peut faire des choses, on choisit de discuter de sujets de type IA qui deviennent conscientes, qui sont des sujets de science-fiction, plutôt que de discuter des sujets de société d'aujourd'hui. Et en fait, je pense que le fait de dire que l'IA est magique, omnipotente, super intelligente,
c'est une manière de justement dire bah non, elle n'est pas sujette à ces patterns qu'on voit historiques. Parce que non, l'IA est tellement différente, tellement spéciale, tellement unique, etc., que non, on peut pas la traiter comme les voitures, comme les médicaments, comme les téléphones, etc., parce qu'elle est différente, elle est super intelligente. Et je pense que ça, justement, ça alimente ce narratif-là. Et en fait, moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est que en fait, moi, de base, j'ai une licence en linguistique. Donc, j'ai étudié les langues, j'ai étudié les sciences cognitives. Là, je suis rendue en informatique. Et j'ai un certain bagage, des certaines connaissances qui me permettent de relativiser. De dire, bah oui, il y a des théories linguistiques qui existent sur, je sais pas, la sémantique des mots. Il y a des théories cognitives sur l'attachement et la projection dans des objets. On a tendance à même parler à notre four ou notre micro-ondes. L'IA, c'est pas nouveau quand même. Moi, je m'excuse quand je me cogne ma table. Enfin, je veux dire, c'est... En tout cas, et puis les gens, la grande majorité des gens qui créent ces systèmes-là sont des informaticiens, des mathématiciens, mais vraiment qui n'ont jamais fait d'études sociologiques ou d'histoire. Et donc, en fait ils prennent ça comme vraiment avec le background, avec le bagage de mathématiques et d'informatique. Ouais. Si je peux m'interjecter là, en fait, c'est les gens qu'on met sur le devant de la scène. Mais maintenant que je travaille dans une entreprise, je me rends compte qu'on a des product managers, et qu'un product manager, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compréhension de ce genre de choses. C'est juste pas celui qui est poussé sur le devant de la scène. Je sais, mais je veux dire, les gens qui codent, qui créent les outils, qui vont choisir les jeux de données, qui vont choisir les fonctions les loss functions, etc. Je pense qu'en vrai, je sais pas, mais je pense qu'en vrai, c'est un peu plus compliqué et que, encore une fois, on choisit de mettre l'ingénieur sur le devant de la scène parce que l'ingénieur, il parle d'un objet comme s'il n'embarquait pas de choix. Mais je veux dire, les décisions prises au niveau de la conception du produit sont souvent des décisions, genre des trucs de tous les jours, genre est-ce qu'on va utiliser tel et tel jeu de données, quel loss function, quel optimizer, tout ça, ça peut avoir des répercussions très concrètes, mais si tu les choisis juste en fonction des facteurs d'optimisation, informatique, tu vas pas les voir. Mais je pense que si tu choisis, si tu fais ces choix juste en fonction des facteurs informatiques, comme tu dis, tu ne construiras pas un bon produit. Ouais. Et que tu as besoin dans ta démarche produit d'avoir des gens qui ont cette sensibilité et que peut-être que tout le monde s'en rend pas compte, mais que ces choix sont faits, je reviens en fait sur quelque chose que je disais avant, sont faits dans des buts d'impact sur des individus, sur des consommateurs. Et peut-être que la personne qui effectivement choisit son optimiseur ou sa loss function ne s'en rend pas compte, mais je suis assez persuadé que dans la structure de choix, particulièrement sur les jeux de données, il y a des choix de quel type d'objet on veut créer et comment est-ce qu'on va se projeter sur les individus qui vont l'utiliser. Ouais, mais on va pas forcément penser à, je sais pas, les théories socio-techniques, technologiques. Je sais pas, on va pas forcément penser à les gens de Fact. C'était une conférence où on était avec Gaël l'année passée. Mais je veux dire, je pense que c'est peut-être probable et différent. Mais de ce que j'ai entendu des grandes compagnies technologiques, il y a souvent un genre de schisme entre les décisions techniques et les décisions de produits. Mais les décisions techniques sont c'est eux les geeks qui vont coder leur truc, et après ça, les gens de produits vont prendre ce truc et en créer un produit, c'est sûr, mais il y a quand même il y a très peu de communication et c'est très dur de communiquer entre ces deux mondes parce que c'est pas les mêmes thèmes, c'est pas les mêmes manières de voir les choses. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas assez de est-ce qu'une piste, Sacha et Gaël, c'est d'aller vers plus de sciences ouvertes? Tu sais que la publication des données qui n'est pas le cas de toutes les boîtes de tech. Alors, pas uniquement la science ouverte, mais l'ouverture. Donc on a parlé de transparence, on a parlé de transparence pour les impacts écologiques. On voudrait de la transparence sur la manière dont les jeux de données sont créés. C'est important hein, parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas où c'en est, mais il y a des modèles de génération d'images qui étaient entraînés sur des jeux de données téléchargés de façon un peu pirate sur Internet. Bon, quand on télécharge toutes les images qu'on peut avoir de façon un peu pirate sur Internet, on a quand même pas mal d'images à contenu pornographique, hein, on va le dire. Et après, donc, on avait des modèles de génération d'images qui sursexualisaient un peu la vie de tous les jours. Donc, moi, de toute façon, ça fait depuis 20 ans que je suis persuadé de ça. On est dans un monde où la technologie prend de plus en plus d'importance. C'est extrêmement important de l'avoir en tête. Ça sert à rien de le rejeter. Ça se passe, c'est le sens de l'histoire et ça apporte plein de bonnes choses. Mais il faut que en tant que société, soit acteur de ça. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'une technologie qui est plus ouverte. C'est aussi bien une question d'avoir des lave-vaisselle qu'on peut plus facilement réparer que d'avoir des IA qui sont bâtis sur des briques ouvertes sur lesquelles on peut intervenir. Un véritable appel, une philosophie en réalité.
On va bientôt ouvrir peut-être, je pense, des questions à la salle. Mais c'est assez fascinant de vous entendre parce que vous êtes à la fois passionné, en même temps vous avez les mains dans le cambouis. Et c'est pas toujours rassurant. C'est-à-dire que toi Gaël, non mais je sais que tu es un artisan, un défenseur du logiciel libre, de l'ouverture. Mais lorsque vous décrivez des inquiétudes qu'on voit, hein, on parle du sommet indien, on va avoir beaucoup de déclarations sur on veut une IA plus safe. J'ai vu des déclarations de Yoshua Bengio qui étaient très intéressantes, mais on voit que certaines alarmes qui sont lancées en ce moment, on se demande si c'est pas un peu du marketing. Hein, c'est un peu ce que... Je pense que c'est du marketing et aussi, par exemple pour Yoshua particulièrement, c'était mon directeur de postdoc et je sais c'est quelqu'un qui care, qui est vraiment, qui pense, qui veut avoir le bien-être. Ouais, exactement. Et je pense que pour lui, par exemple, c'est pas question de marketing, mais il pense que encore une fois, la route qu'on a prise avec l'IA va pas dans le bon sens. Et c'est sûr qu'on peut dire que c'est des robots tueurs, on peut dire que c'est la safety, la sécurité, on peut parler d'éthique. Je pense que quand même les raisons sont diverses, mais je pense qu'une chose sur laquelle on peut s'entendre avec Yoshua, c'est qu'on n'a pas pris la voie la plus responsable de développement d'IA. Après ça, moi, je peux dire c'est l'aspect environnemental le plus important. Lui, il peut dire que c'est l'aspect super intelligence. Mais après ça, genre, je veux dire... Il a peur que les machines prennent le contrôle. En fait, oui, il pense qu'on n'a pas mis assez de mécanismes de contrôle, avec quoi je suis d'accord globalement, et que ça peut mener à une perte de contrôle sur l'intelligence artificielle. Il avait parlé des robots tricheurs ici. Oui, voilà, exactement. Moi, je pense que c'est pas notre plus grand risque personnellement, mais je suis d'accord sur l'aspect il faut avoir plus de contrôle, il faut avoir plus de responsabilisation. Très, très concrètement, c'est pas normal qu'un produit qui est utilisé par je sais pas, des centaines de millions de personnes, qu'on sache pas comment ça fonctionne, ses limites, qu'on puisse pas regarder les sources en temps réel, qu'on n'ait pas les minimums des mécanismes pour checker, pour vérifier ce que ça produit. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va peut-être prendre des questions dans la salle? Voilà. Il y a une main qui se lève au fond. Bonjour, c'était passionnant. J'ai une question sur la course à l'armement et la diplomatie. Parce que la diplomatie avant, c'était du temps, c'était de la négociation et qui était basée sur du temps. Aujourd'hui, depuis très récemment, la diplomatie, c'est les réseaux sociaux, c'est les annonces avant les discussions. C'est peut-être même des annonces qui sont basées sur de l'IA qui elle-même est codée pour pousser à l'agressivité et à l'utilité. Enfin, l'utilité de l'IA, c'est-à-dire que les diplomates d'aujourd'hui qui sont dans les cabinets ministériels de tous les pays utilisent l'IA pour essayer de deviner quelle va être la réponse en fonction de ce qu'ils disent, etc. Donc, quelle serait la nouvelle forme de diplomatie par rapport à tout ça? Super question. Il y a deux aspects dans votre question. En fait, j'ai noté un mot, j'ai noté réseaux sociaux. Et réseaux sociaux, c'est peut-être ce dont on ne parle pas assez. Et quand on dit que l'IA ne transforme pas tout et qu'on peut apprendre du passé, on peut apprendre des réseaux sociaux. Et en fait, derrière votre question, il y a diplomatie, mais il y a aussi politique au sens noble du terme, il y a choix de société. Et tout ce que la science politique, l'étude des choix de société, en fait, nous apprend, c'est que ces choix de société sont gouvernés par ce qu'on appelle en anglais the world view, quoi, ce que chaque acteur a dans la tête comme étant important et pas important. Et ça, c'est gouverné par l'information qui nous arrive, entre autres par le journalisme d'ailleurs. Merci aux journalistes, mais aussi par les réseaux sociaux. Donc moi, ça fait partie, je ne vais pas vous apporter une réponse simple, mais ça fait partie des sujets, moi, qui me préoccupent beaucoup. C'est l'impact de l'ensemble des technologies autour de l'IA, IA y compris, sur la sphère informationnelle et sur notre rapport au réel. Là, je pense que, et je parle uniquement en mon nom, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on soit légèrement plus actif sur éviter la désinformation stratégique. Pour éviter une nouvelle catastrophe type réseaux sociaux à l'avenir, ça. Et aussi, je pense qu'au niveau, peut-être, les acteurs eux-mêmes, genre hier, par exemple, j'étais à cette conférence-là et j'étais assez choquée par
la, la connexion très, très intime entre l'industrie et les gouvernements. Quand même, par exemple, chaque session, il y avait un représentant, un ministre, par exemple, de l'énergie ou de l'environnement, et un PDG Big Tech ou compagnie pétrolière, ou etc. Et en fait, pour un événement qui est largement diplomatique, je trouve que justement, on ne se pose pas assez de questions de qu'est-ce que ça donne. Oui, c'est sûr que maintenant, les grands acteurs technologiques ont quasiment autant de budget que des pays, mais est-ce qu'on trouve ça acceptable au niveau sociétal de leur donner tant de pouvoir et tant de d'influence sur les voies, les choix qu'on prend par rapport à ces technologies dont l'IA. Genre la session sur l'IA était très très dominée par les big tech, les constructeurs des data centers, et il y avait aucune voix critique dans la salle. Et pour moi, c'était vraiment au niveau historique. Je trouve que c'est pas des bons choix qu'on fait là. Ça répond à votre question, Amandine ou... Ouais. Merci. Peut-être d'autres... je crois qu'il y a... Allez-y. Hein. Je vois pas trop bien à cause de l'éclairage, mais je vois des mains qui se lèvent. Ici, s'il vous plaît. Merci. Ici. Oui, donc j'ai une question, c'est que vous avez bien présenté donc les fantasmes qu'il peut y avoir sur toutes les intelligences artificielles. Quelque chose qui fonctionne très bien, c'est la gestion, la hiérarchisation, les résumés. Par exemple, moi, j'utilise dans ma vie professionnelle ou dans ma vie amoureuse pour des mails tout simples. J'appelle ça une prothèse émotionnelle. Mes relations professionnelles, amoureuses, etc., sociales, se sont considérablement améliorées depuis que j'utilise tous les jours l'intelligence artificielle. Le deuxième niveau, c'est l'intelligence RAG, générative, où vous dites que là, il y a effectivement des fantasmes. Et je vais encore plus loin sur la démystification, le troisième niveau qui est l'intelligence agentique. Et là, je ne vais pas rappeler les lois d'Asimov de la robotique que vous connaissez tous, mais j'imagine, dans 20 ans, 30 ans, peut-être avant, qu'il y ait cette intelligence agentique qui tue d'autres robots ou qui tue d'autres humains, bref, qui remettent en cause totalement la loi d'Asimov. Vous avez dit qu'il n'y a déjà pas de responsabilité aujourd'hui, mais est-ce que cette intelligence agentique, connue comme irresponsable, évitera au gouvernement, par exemple, de passer devant des nouveaux tribunaux de Nuremberg ou des tribunaux internationaux pénaux, puisqu'ils mettront en avant que, étant donné que c'est une intelligence agentique qui a elle-même décidé, il ne peut pas y avoir de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Je suis curieuse, comment est-ce que l'IA a amélioré votre vie professionnelle? Non, mais vraiment une vraie question. Ce n'est pas sarcastique. C'est aussi une question que je me pose. Oui, alors c'est très simple. Écoutez, mon frère est là, on s'est rencontrés, on passe un super moment ici à Saclay. Et je lui pose une question toute bête à laquelle il a répondu, qui m'a ouvert des choses vertigineuses. Il m'a dit, oui, je te trouve bizarre et je pense que tu as des troubles du spectre de l'autisme. Et comme professionnellement, par exemple, un jour je dis à ma chef, tu sais, je réagis comme ça peut-être parce que je suis autiste. Elle dit, oh, t'arrêtes avec ça. Je lui fais, précisément, c'est ce qu'il ne faut pas dire à un autiste. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'IA, mais ce que, effectivement, moi, je constate, c'est que je ne comprends pas les codes sociaux. Et que depuis qu'il y a l'IA, en fait, si j'ai envie de dire « Ah, écoute, là, ma chef, elle me gonfle, mais je ne peux pas lui dire « Est-ce que tu veux bien utiliser un ton qui reste professionnel tout en montrant mon mécontentement ?» Je regarde le truc, je le vérifie. Hein. C'est exactement ce que je voudrais dire, mais en mieux. Non, je vous comprends tout à fait. Moi aussi, je suis convaincue que je suis quelque part sur ce spectre-là. Mais en fait, mon problème avec l'IA, c'est qu'on n'apprend pas forcément. Genre, on va l'utiliser comme prothèse, comme vous dites, mais on va pas forcément grandir ou s'améliorer. On va pas forcément adopter des nouvelles stratégies qui peuvent nous aider dans la vraie vie. Et en fait, je vois ça dans mes amis un peu plus jeunes qui l'utilisent pour le online dating, qui vont écrire des messages à des filles, puis ils rencontrent les filles dans la vraie vie, ils savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de chat GPT pour leur dire t'es jolie, machin. Oui, et alors... en fait, c'est une vraie truc parce que après ça, tu deviens après ça, tu peux pas texter sur ton téléphone tout le temps dans une conversation. Je pense que justement, on devrait mettre l'emphase sur, par exemple, aider les gens à développer des capacités sociales, etc. Peut-être de la thérapie, pas forcément, mais je veux dire vraiment, parce que c'est quand même un muscle, et en fait, moi aussi, je travaille sur ma diplomatie tous les jours, et c'est pas facile, mais je veux dire, il faut quand même travailler la chose pour devenir mieux et arrêter d'envoyer chier les gens, par exemple. C'est dur, mais je ne suis pas convaincue que ChatGPT va nous aider là-dedans. Les deux sont parallèles. Alors, je vais répondre très, très rapidement, parce que c'est pas l'objet de faire un dialogue entre nous. Alors, je dirais que du temps de la préhistoire, il y a un gars, je sais pas si c'est un homo sapiens ou un néandertal, il prend un caillou par terre, puis il balance
lance sur la tête d'un autre qui s'écrase avec plein de sang qui pisse, et puis il fait marrant, puis il va recommencer. Puis il y en a un autre qui trouve un silex, et puis il en fait la pierre polie, puis il va la tailler, et puis il va faire des outils pour racler du cuir, etc. Donc c'est pas l'IA qui décide de l'outil. Et puis pour le reste, je dirais qu'il y a une très très belle chanson qui s'appelle La vie ne m'apprend rien. Elle a été écrite avant l'IA, effectivement. Mais la vie ne nous apprend rien, donc on fait toujours les mêmes erreurs, et c'est ça qui fait justement notre faille humaine. Même l'IA ne changera pas ça. Bon, très intéressant. On va rester, mais on pourra continuer le dialogue après. Je pense qu'il y a encore une ou deux questions. Allez-y, monsieur. Bon. Je voulais vous remercier pour votre intervention parce que conceptuellement, l'idée de choix de produit est très instructif. Je voulais vous poser une question parce que on a beaucoup parlé de ChatGPT, notamment dans le titre ou d'Anthropic, mais il y a une deuxième famille de produits, enfin certes similaire auquel on pense moins spontanément, qui est en fait les modèles d'IA qui sont open source et qui sont, dont le plus connu est DeepSeek. Donc je me doute bien que certaines des problématiques restent communes dans la mesure où ça reste une technologie similaire dans les principes. Voilà, c'est des LLM, des IA génératifs. Néanmoins, je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue du choix des produits ou des limites ou des risques. Est-ce qu'il y a par exemple des risques qui sont moindres ou des caractéristiques qui sont propres à cette famille de technologies? Enfin, est-ce que vous auriez eu le même discours pour DeepSeek ou les modèles chinois open source, par exemple? Qui a été lancé en janvier 2025 à peu près. Donc, merci de la question. C'est bien de soulever cette question. Alors moi, je suis un vieux de la vieille de l'open source. La raison pour laquelle on a appelé ça il y a 30 ans, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qu'on peut reconstruire soi-même. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ces modèles, la plupart de ces modèles, la très grande majorité de ces modèles, on a une partie de l'objet qui nous donne qu'on peut reconstruire nous-mêmes, mais pas tout. Typiquement, on ne sait pas quelles sont les données d'entraînement qui ont été utilisées et comment elles ont été appliquées. Or, ça a une importance absolument majeure. Donc, il y aurait un combat à prendre que je n'ai pas le courage de prendre, de ne pas appeler ces modèles open source, de les appeler open waste, de les appeler des tonnes de choses, mais pas open source. Et par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a une asymétrie de pouvoir financier. C'est-à-dire que l'open source, c'est un truc qu'on a tous adoré quand des gens comme moi, on était adolescents, c'est qu'on pourrait faire ça dans notre garage. On pouvait faire ça tout seul. Là, on a des capitaux qui sont monstrueux. On a des centaines de milliers, voire des millions d'euros et de dollars qui sont investis pour la construction d'un modèle en infrastructure de calcul. Donc, même si on donne la recette, s'il faut des millions de dollars pour l'utiliser, la recette, il n'y a pas de symétrie. Et même DeepSeek, d'ailleurs, c'est un cas intéressant parce qu'on dit que c'était un modèle plus accessible à entraîner avec moins d'argent que ChatGPT, etc., ou GPT, etc. Mais en fait... moins énergivore aussi. Ouais, c'est ça qu'on dit. Mais en fait, c'est que de un, ça a utilisé des données synthétiques générées par des modèles des anciennes générations. Donc en fait, ça a été pas, enfin en partie en tout cas, et ça a utilisé vraiment des textes générés par GPT et autres. Aussi, en termes d'entraînement, ça a quand même pris peut-être pas des centaines de millions de dollars, mais des millions de dollars quand même. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire dans notre garage. Et aussi, le modèle résultant est tellement énorme que il faut quand même utiliser de l'infrastructure nuagique pour le faire tourner, parce qu'on ne peut pas le faire tourner sur un laptop ou un ordinateur local. Donc dans tous les cas, le modèle n'est pas accessible, même sans l'entraîner, juste en utilisation, il n'est pas accessible au commun des mortels. Donc en fait, oui, DeepSeek, c'est un peu mieux, mais ça ne résout pas le problème. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps pour une... On n'a plus le temps, malheureusement. Je suis désolée. Je ne sais pas si la vie ne m'apprend rien, mais en tout cas, cette table ronde m'a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous les trois. Et pour ceux que les réseaux sociaux intéressent, on a justement une table ronde sur est-ce qu'ils sont le talon d'Achille de nos démocraties européennes. Et je vous invite vivement à aller à la librairie voir notre coup de cœur et celui d'Amandine Aftalion, le livre de Guillaume Gralet qu'il va dédicacer en personne, Voyage aux frontières de l'IA artificielle, pionnier avec Guillaume. Merci beaucoup à tous les trois.